Patrick Cohen. Bonjour Christophe Barrand. Bonjour. Ancien cancre, devenu instituteur puis proviseur. Vous avez dirigé pendant 6 ans le lycée Turgot à Paris, établissement à problème, devenu depuis lycée d'excellence, l'un des lycées les plus demandés de la capitale. Vous publiez chez Grasset Monsieur le Proviseur avec la journaliste Guillemette Faure, où vous nous faites découvrir les cuisines ou les coulisses d'un métier mal connu. C'est vrai qu'on donne plus souvent la parole aux enseignants qu'aux chefs d'établissement, et pourtant en vous lisant, on mesure l'importance de votre métier pour lequel il n'y a pas de formation spécifique. On ne vous prépare pas à devenir proviseur. Non, la démarche que l'on peut avoir quand on veut devenir chef d'établissement, c'est ce que j'explique en disant, dans un chapitre qui s'intitule « Les conseilleurs ne sont pas des payeurs », quand j'avais demandé à un de mes collègues chefs d'établissement d'essayer de changer des choses, c'est d'essayer de rentrer, de bouger ces lignes. Maintenant, vous passez un concours, vous êtes recruté, et ensuite, du jour au lendemain, vous vous retrouvez sur le terrain, sans aucune préparation. Mon premier établissement, je me suis retrouvé tout seul. Je n'avais jamais monté un conseil un emploi du temps. Je ne savais pas du tout comment fonctionnait un budget de lycée. Et le challenge, c'était entre le 15 août et le 1er septembre de préparer la rentrée pour des professeurs. Et je n'avais pas du tout été préparé à ça. Et d'ailleurs, ça s'est moyennement passé puisqu'il nous manquait des heures et il a fallu retarder la rentrée et reconstruire les emplois du temps, la répartition des services des professeurs. Ça a été assez chaotique, mais bon, c'est formateur sans doute. Oui, voilà, c'est formation sur le temps. On vous donne un rôle de manager sans avoir été formé pour cela. On va y revenir, mais dans ce livre, d'abord, il y a votre parcours. Vous n'avez pas eu très tôt, je le disais, la vocation de l'école et de l'enseignement. Alors, c'est une des choses que je ne veux pas cacher sur mon histoire, mais c'est sans doute un des éléments qui a été moteur sur ma détermination au cours de cette vie professionnelle pour m'intéresser à ces élèves qui s'ennuient, ou ces élèves que nous perdons, ou ces élèves qui décrochent, qui ne veut pas dire que ces élèves sont entre guillemets des cancres ou des mauvais, parce qu'on est dans une société où la faute, ou l'erreur, ou quand on n'est pas dans l'excellence, on se sent rejeté. La question, c'est de savoir pourquoi ces élèves décrochent et comment on peut les ramener à nous, les ramener au plaisir de découvrir, d'apprendre, et les mettre en confiance par rapport à cette démarche-là. Et ça, c'est possible. Ce que vous voulez dire, c'est que vous n'étiez pas le plus mal placé pour comprendre les raisons du décrochage après avoir été un enfant, un élève moyen ou médiocre. Voilà, c'est cela, Christophe. Après être rentré un petit peu par hasard dans le métier d'instituteur, effectivement, j'ai côtoyé ces élèves et mon problème a été de me dire comment faire que les élèves soient heureux. Votre parcours aussi souligne ce que vous appelez le déclassement des métiers de l'éducation nationale. Parmi les petits boulots que vous avez fait étudiant, vous avez été monteur chauffagiste, c'est-à-dire que vous faisiez des ramonages sur les chaudières pour 6 500 francs par mois, davantage que ce que vous avez gagné ensuite en devenant instituteur. Oui, je suis passé de 6 500 francs par mois en tant qu'aide-monteur chauffagiste, c'est-à-dire ARPET, c'est-à-dire celui qui accompagne le technicien, qui ne sait pas faire, et un salaire de 5 090 francs par mois en tant qu'instituteur. Après 3 ans d'école. Après 3 ans d'école, sachant qu'en plus de ça, on me demandait d'avoir une voiture et de me débrouiller pour me déplacer à travers les Yvelines et rentrer retrouver les écoles dans lesquelles on m'affectait. Ce qui pose un vrai problème puisque le salaire a été considéré comme un salaire d'appoint. C'est-à-dire un salaire très féminisé, comme si le statut de salaire de la femme devait être un salaire d'appoint, ce qui me paraît complètement aberrant. Tout le monde, en tant que citoyen, qu'on soit un homme ou une femme, doit avoir son indépendance et son autonomie financière dans le cadre de son métier. En matière de salaire, vous faites remarquer qu'un proviseur n'est pas plus payé qu'un prof et que des profs de prépa peuvent gagner 2 fois plus que vous. Oui, un proviseur est sur la grille de salaire des professeurs agrégés. Ouais. Donc c'est une promotion quand vous avez été instituteur, conseiller principal d'éducation, bien sûr. Bon, vous avez cet avantage ou privilège en fonction de cette localisation qu'on appelle le logement de fonction par nécessité absolue de service. Il est clair que quand on est proviseur en fin de carrière dans le 3e arrondissement, c'est un privilège. Quand on est chef d'établissement dans un établissement de banlieue au milieu d'une cité, c'est sans doute un petit peu moins valorisant quand même.
même. Donc il faut voir tous ces éléments-là. Il n'y a pas de management ni salarial ni professionnel des chefs d'établissement, selon moi, et c'est fait partie des projets qui sont à mettre en place si on veut remettre au centre la problématique de l'éducation, qui est un point fondamental du devenir de notre société. Alors, le quotidien du métier, de votre métier de chef d'établissement. Proviseur, écrivez-vous, c'est un manager sans véritable pouvoir. Le métier ne précise pas toutes vos responsabilités, mais tous les dysfonctionnements du lycée vous sont attribués, du papier toilette au remplacement du prof absent jusqu'à la température dans les classes. Christophe Baron. Oui, c'est un métier qui est passionnant parce que ça fait partie de ces métiers où vous n'êtes jamais dans une routine. À chaque jour, vous avez un problème, un incident, une difficulté, voire une solution à trouver par rapport à une demande spécifique et légitime de la part des élèves ou des professeurs. Donc, c'est le prix à payer, ce métier de management. Maintenant, en termes de manager, vous avez très peu de possibilités en dehors de votre aura personnelle, de votre énergie personnelle que vous mettez au service de l'établissement pour faire passer vos messages. Il est très, très difficile de faire reconnaître, de récompenser un enseignant. On n'a pas de latitude réellement pour cela. Et c'est parce que tout notre système est un petit peu aussi vitrifié dans une situation où être libéral, entre guillemets, n'est pas bien vu dans notre société. Et pour les faire bouger, ces enseignants, pour éventuellement les affecter, les changer d'affectation ou faire venir d'autres enseignants, vous avez un peu de pouvoir ou pas du tout ? Là-dessus, vous n'avez absolument aucune latitude. Il y a un mouvement, tout ça, c'est géré par ce qu'on appelle des commissions paritaires, avec les représentants des organisations syndicales et avec des barèmes à l'ancienneté. Et il est très, très, très difficile, et voire même impossible, de pouvoir faire venir un professeur dans votre lycée. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas construire d'équipe autour d'un projet et avoir un management dynamique. Alors, j'ai eu la chance au lycée Turgot de rencontrer des professeurs qui avaient une histoire, et à un moment donné, il y a une journaliste qui expliquait cela pour un autre de nos projets qui était un projet d'ambition scolaire dense, qui a un alignement d'étoiles. Et là, j'ai eu la chance à Turgot d'avoir cet alignement d'étoiles avec des professeurs exceptionnels, et nous avons pu monter ce projet sur 6 ans, et en l'espace de 4 ans, effectivement, cet établissement est devenu le lycée le plus demandé sur Paris, par un public très varié, aussi bien socialement favorisé que moins favorisé, scolairement en phase de réussite qu'en difficulté. Et ça a fonctionné parce que cette mixité sociale et scolaire, c'est ce qui permet d'avoir le moteur de ce que j'appelle moi le service public qui est réussi. Alors vous en parlez de cette mixité. Turgot est un lycée... on va le dire plutôt bien situé dans le centre de Paris. On est entre République et le Marais, de la mixité, des riches et des pauvres, qui ont parfois le même type de problème. Turgot accueille des enfants gâtés riches et des enfants gâtés pauvres. Écrivez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, Christophe Baron ? Là, c'est plus un problème d'éducation lié à notre société. Oui. La place de l'enfant dans la famille aujourd'hui est maintenant une place de l'enfant où l'enfant décide beaucoup à sa part d'indépendance, qu'il affirme vis-à-vis des parents, et les parents... selon moi, hésite un peu à plus s'affirmer par rapport aux exigences qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leurs enfants. Bon, c'est un débat de culpabilisation des parents vis-à-vis de ce qu'ils doivent donner à leurs enfants. Et si vous voulez, vous le retrouvez par exemple à la rentrée scolaire où les vêtements de marque, quand il y a une allocation de rentrée scolaire, il y a une pression sur la part des parents qui doivent équiper leurs enfants à la rentrée scolaire. Ce qui m'a toujours un peu surpris, comme si du jour au lendemain, il fallait totalement rééquiper un enfant le 1er septembre pour qu'il rentre en cours, alors que il s'agit sans doute de compléter. Et puis, le phénomène des marques et de la consommation fait que vous soyez riche ou pauvre, vous vous sentez obligé de donner le mieux à vos enfants pour que, vis-à-vis des camarades de classe. Donc, il y a une espèce de ce côté, on le retrouve aussi dans le positionnement des parents et des enfants face au service public de l'éducation nationale. Proviseur, un métier qui repose... Et on vous entend, Christophe Baron, depuis 10 minutes, qui repose sur des qualités humaines. Guy Medford, dans son avant-propos, parle de votre singularité. Un côté rigide à l'ancienne, autoritaire, mais aussi respectueux, prêt à valoriser les jeunes. Elle a vu juste ?
Il y a à la fois le côté autoritaire et La question, la latitude donnée aux jeunes. Oui, moi je pense que la question c'est comment on ouvre des voies, des perspectives aux élèves, on libère ces énergies aussi bien pour les élèves que pour les professeurs, mais à la fois on est dans une société, une micro-société où il ne faut pas lâcher la rampe, il faut se tenir à quelque chose qui fait que cette société fonctionne. Quand vous avez 1350 élèves et étudiants qui viennent tous les jours dans un établissement scolaire, il y a des règles, il faut que ça fonctionne parce que c'est une organisation. Donc le respect, le respect des règles, le respect des gens, c'est aussi des valeurs qu'il faut aussi défendre. À votre avis, il y a combien de proviseurs sur le modèle Christophe Barrand dans l'éducation nationale ? Je pense qu'il y en a plus qu'on ne le pense. Mais la question, c'est qu'il est difficile, quand on est chef d'établissement, de sortir du cadre et de s'exprimer, parce que toute votre carrière est bloquée et contrôlée, finalement. Et le choix d'un établissement ou votre devenir d'établissement vers un autre établissement dépend, selon moi, de votre capacité beaucoup d'obéissance et parfois de ne pas dire les choses. Oui, vous aviez, il y a quelques années, commencé un blog et puis il n'a tenu que... sur une seule publication parce que le rectorat vous a fait arrêter. On m'a expliqué que je devais rester dans le domaine de la réserve, ce qui est à la fois vrai, mais c'était un peu bloquant quand même, parce qu'il y avait des choses à dire. Bon, maintenant vous avez votre liberté de parole, vous êtes jeune retraité. Christophe Barrand, merci. Monsieur le proviseur avec Guy Medfort aux éditions Grasset. Merci d'être venu.